Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur Bipositive à Lyon, salon qui est consacré à l'énergie et à la construction durable. Avec mes deux invités, nous allons parler rénovation énergétique, nous allons parler de massification, un sujet dont on entend parler souvent. On a intitulé cette conférence « Rénovation énergétique massifiée enfin ». Et on va voir que les points de vue divergent un petit peu. Pour en parler avec moi, monsieur Arnaud Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous êtes directeur du CAUE 74. Voilà, de Haute-Savoie, oui, à Annecy. CAUE, rapidement. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Voilà, nous sommes en appui des collectivités principalement. À côté de vous, Claire-Marie Payen, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure et vous êtes directrice régionale sud-est de Nepsen. Et je vais vous demander de me présenter Nepsen. Alors Nepsen, c'est un cabinet de conseil et d'ingénierie qui existe depuis une quarantaine d'années et qui est engagé dans la transition écologique et environnementale. On accompagne des clients publics et privés pour diminuer leur impact environnemental et leur consommation énergétique dans leurs projets. Ça peut être des bailleurs, des collectivités, voilà. Et on travaille principalement en maîtrise d'œuvre sur des opérations de rénovation énergétique. Alors, ça fait une dizaine d'années que j'anime des plateaux TV et ça fait une dizaine d'années que je parle à chaque fois de massification de la rénovation et des opérations de rénovation énergétique et j'ai toujours un peu l'impression qu'on n'y est pas encore. Pourquoi faut-il massifier ? Alors, pourquoi massifier ? Parce qu'aujourd'hui, en tant que maître d'œuvre, ce qu'on constate, c'est que les projets sont relativement longs à se concrétiser. Enfin, j'ai des exemples assez précis par rapport aux 500 000 logements que l'État souhaite réhabiliter par an jusqu'en 2025. Il y a des projets qu'on mène sur parfois une vingtaine ou une quarantaine de logements, donc c'est relativement peu à l'échelle, qui prennent jusqu'à 3 ou 4 ans d'études et de réalisation. Aujourd'hui, si on regarde cet effet d'échelle-là, on n'est pas dans les bons ordres de grandeur. Voilà. Alors, on n'atteindra pas les objectifs qui ont été fixés par par tous les gouvernements depuis au moins une dizaine d'années. En tout cas, pas avec les moyens tels qu'ils sont déployés aujourd'hui, à notre sens. Alors, on va voir après comment faire. Massifier enfin, pourquoi ? Alors moi, je tiens une position totalement inverse, c'est-à-dire je ne crois pas à la massification telle qu'elle est engagée en fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que je suis évidemment conscient de l'urgence qu'il y a à atteindre des performances qui soient possibles, qui soient tenables pour notre planète. Il n'y a pas de doute. Par contre, sur la méthode technique, moi j'observe qu'il y a une banalisation en fait, un passage à la moulinette, on pourrait dire, normative, technologique, industrielle. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas les mêmes modes de vie, les bâtiments ne sont pas tous pareils. Et le résultat, qu'on peut attendre, c'est une banalisation, on va dire, de nos vies, mais également du cadre de vie dans lequel nous sommes. Pour vous, il y a risque de banalisation parce que ce que j'entends derrière ce que vous nous dites, c'est que la massification va forcément avec une forme d'industrialisation qui serait une standardisation. Est-ce que j'entends bien ou est-ce qu'il y a... Tout à fait. C'est ça pour vous le risque. Voilà. Alors bon, j'ai ouvert un pan, je dirais, de mon opposition à la massification. Il y en a un deuxième qui est celui en fait du bilan carbone de cette opération. C'est-à-dire que, vous venez de le dire, on va vers des solutions complètement industrielles. Derrière, il y a des lobbies. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la conviction qu'en réalité, cette massification est un marché, un marché nouveau qui s'ouvre, sur lequel on propose des solutions standardisées, industrielles. Et on s'empare du marché, et si l'on fait le bilan carbone de ces opérations, on peut peut-être s'interroger quelle est la durée de vie finalement de ces rénovations énergétiques telles qu'elles sont envisagées et pratiquées. Qu'est-ce qu'on envisage en termes de durabilité réellement ? C'est un autre pan, vous voyez, sur lequel on peut également en débattre. Je vais vous demander de réagir forcément par rapport à ça. Vous, est-ce que massifier, déjà, la même question, est-ce que massifier, ça va forcément avec l'industrialisation et avec le risque d'une forme de standardisation ? Alors, pas que pour moi, mais effectivement, l'industrialisation, c'est un sujet qui revient sur la table pas mal en ce moment. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un sujet neuf du tout. Dans les années 70, déjà, on construisait des bâtiments avec des procédés industrialisés préfabriqués.
ça n'a pas forcément donné lieu à beaucoup de choses, en tout cas liées à la rénovation de l'existant jusqu'à très récemment, où on voit se développer pas mal de solutions industrielles, de murs mentaux notamment, qui permettent de venir rénover avec de la préfabrication hors site. Donc c'est une des réponses à la massification. C'est une des leviers. Voilà. Un des leviers. L'industrialisation n'est qu'un des leviers. Est-ce qu'il y en a d'autres et quels sont-ils? Alors, il y en a d'autres pour moi qui sont un financement qui soit plus durable, un peu mieux réparti. Si je prends un exemple très récent, c'est le plan de relance. Donc France Relance avec une enveloppe assez conséquente qui a été attribuée à la rénovation des bâtiments. C'était quelque chose de très vertueux. Hein. Globalement, ça a permis de débloquer des projets qui étaient pour certains arrêtés depuis plusieurs années faute de financement, notamment avec des impacts énergétiques assez forts sur les bâtiments publics notamment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, le fait d'avoir concentré ça sur cette année avec des contraintes de temps qui sont plutôt incompatibles avec les contraintes de temps qui sont fixées aujourd'hui par nos contraintes contractuelles et réglementaires. En fait, ça a conduit à ce que, là, par exemple, nous, on travaille pour l'Université de Bourgogne qui a lancé plus de 40 consultations sur cette fin d'année. Ils ont eu des tas et des tas de lots infructueux. Donc, les projets vont être en suspens. Est-ce qu'ils vont être financés quand même? On ne sait pas trop pour l'instant. Et ça, c'est le mauvais côté d'un effet un peu de manche, on va dire, et d'annonce de ce type de financement. Il faut quelque chose qui soit sur la durée. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur la durée. Et avant de parler financement, on a besoin d'avoir un projet qui est peut-être bien ficelé. Aussi. Et c'est pas le cas dans l'exemple que vous prenez. Qu'est-ce qui fait que finalement on veut y aller et puis on ira peut-être pas, ou en tout cas pas tout de suite? On a aussi un gros manque de moyens au niveau du bâtiment et de formation de manière générale. Hein. Je pense que tous les acteurs du bâtiment cette année constatent des difficultés à recruter des jeunes diplômés et même à recruter des plus expérimentés. Donc sur la question de la formation, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui le métier du bâtiment est un métier qui attire beaucoup moins qu'avant, alors que les défis de la rénovation énergétique sont identifiés comme étant l'un des défis principaux auxquels on doit répondre. Donc, sur ces questions de besoins, de manque de... Oui. On aborde, vous abordez la question des bâtiments publics. Hein. Ouais, vous abordez la question des bâtiments publics. On part dans le débat, mais c'est pas grave. Hein. Allons-y comme ça, je trouve que c'est pas mal. Oui, non, mais bien sûr, on aborde la question des bâtiments publics. Donc, nous, on travaille beaucoup sur ces questions des bâtiments publics. Et donc, la question qui est posée par la massification, c'est où est-ce qu'on met l'argent et la volonté de performance. Voilà. Et nous considérons qu'il y a une démarche amont à faire avant d'aller simplement sur la réponse, vous voyez, technique qui aboutirait à une performance en kilowattheure mètre carré, qui soit réelle, si tant est qu'on arrive à tenir les objectifs. La question des bâtiments publics aujourd'hui, nous, tel qu'on l'aborde, c'est la question de l'usage, de l'intensification des bâtiments. Vous parlez d'un bâtiment scolaire. Aujourd'hui, quand on aborde un programme d'équipement scolaire, la question qu'on pose aux maires, c'est est-ce qu'on peut mutualiser des espaces? C'est-à-dire que mettre moins de CO2, voyez, dans la rénovation et optimiser les locaux déjà existants. C'est un gain global extraordinaire. Voyez. Et c'est intéressant parce qu'on met en projet les élus, on met en projet les usagers. On n'est pas dans une réponse purement technique, voyez, où on a un objectif à tenir chiffré et on essaye, parce qu'en fait on n'y arrive pas, on essaye de le tenir par des réponses techniques. Voilà. Sur cette question, ce que vient de dire monsieur? Alors, sur cette question et puis sur celle d'avant à laquelle je n'avais pas tout à fait répondu, pour moi, la standardisation et la préfabrication ou l'industrialisation, toutes ces notions-là ne sont pas forcément synonymes pas que de lobby, pas que de performance environnementale médiocre. Au contraire, nous, on a plutôt l'impression que ça peut être aussi l'occasion de faire émerger des filières locales. Je prends un exemple aussi concret qu'on a traité récemment. On travaille pour le bailleur Grand Lyon Habitat, à Lyon même, sur le quartier Mermoz, qui est un quartier qui regroupe quasiment 1000 logements qui ont été construits en construction préfabriquée, à l'époque, dans les années 60. Ce bailleur nous a demandé, avec un cabinet d'architectes, l'Atelier des Vergers, de traiter une étude de faisabilité sur ce patrimoine-là pour voir s'il était pertinent de le rénover comme il avait été construit, c'est-à-dire de manière un petit peu industrialisée.
Le bilan qu'on a fait de cette opération-là, parce que leur idée c'était déjà d'aller vers de la préfabrication bois en réfléchissant aussi à de l'isolation biosourcée, à des choses un petit peu plus vertueuses, et en réfléchissant bien sûr à ne pas que changer l'image du site, mais à améliorer aussi l'impact sur les occupants, par exemple en créant des balcons qui seraient intégrés directement à ces modules de façade préfabriqués. Ce sujet-là, donc c'est quelque chose dont ils ont voulu se saisir en amont, hein, c'était en 2019, et c'est un sujet qu'on est en train de traiter sur 64 logements sur 2 bâtiments. De cet ensemble de 21 bâtiments, et qui a permis, quand on a travaillé en amont, de recenser les filières locales, et notamment des petits charpentiers bois qui sont capables aujourd'hui de répondre à ce type de projet-là, mais qui ont des problématiques liées qui ont un contexte réglementaire qui est peu favorable, notamment sur tout ce qui est avis technique. Voilà, Donc là, on serait vertueux. On a à la fois une forme d'industrialisation qui permet de développer du local, qui va requalifier le bâtiment au plan architectural, qui va apporter davantage de confort aux habitants. Oui. Mais il n'est fait que pour ce bâtiment-là, on va dire. Est-ce qu'ensuite, c'est quelque chose qu'on va vouloir aller reproduire ailleurs? Oui, alors pour rester sur cet exemple-là, hein, ce bailleur, sa volonté, donc sur le petit plan qui est affiché, c'est les bâtiments D et E qu'on traite aujourd'hui. Dans l'idée, c'est de traiter l'ensemble des bâtiments qui seront maintenus dans le quartier, parce qu'il y a un projet global avec une partie de démolition également, mais pour tous les bâtiments qui seront maintenus, l'idée est de développer cette solution-là qu'on teste. Donc c'est un premier test, on va dire, mais qui permet d'essayer de mettre en dynamique une filière qui ne sera pas celle des gros lobbies, parce qu'on est quand même sur des volumes modestes pour commencer. Là, on est dans le cadre donc d'un projet d'industrialisation qui en même temps va apporter du confort, va apporter... Je voudrais... allez-y, donnez-moi votre point de vue. Moi, je trouve l'opération, je ne la connais pas, hein, mais voilà, ce que vous en dites est intéressant, mais on n'est pas réellement dans l'industrialisation. C'est que, en fait, vous avez apporté de l'intelligence à votre projet. C'est-à-dire, vous avez réfléchi, vous avez travaillé le projet, vous faites appel à des artisans locaux que vous emmenez sur un process, qui peut se répéter ailleurs, mais qui reste de dimension très locale. Voyez, donc, on n'est pas dans un processus de massification réelle. Voyez, on est confronté, nous, aux mêmes choses. Je peux raconter la même histoire sur d'autres bâtiments. On a dans notre département des charpentiers capables de sortir des panneaux préfa qu'ils amènent sur le chantier. Vous voyez, c'est possible. Mais on a aussi un industriel, un vrai industriel, qui lui fabrique des panneaux. Mais quand on lui pose la question d'utiliser le bois local, en fait, il nous dit, moi j'ai une telle capacité, je ne peux pas le fournir. Donc on voit bien que ce que vous décrivez, ce n'est pas un processus industriel qu'appelle la massification telle qu'elle est communiquée aujourd'hui. Vous voyez, en fait, c'est votre métier. Je pense que vous apportez une intelligence adaptée au contexte, au projet. Et je pense que c'est la voie qu'il faut trouver. Ça veut dire que c'est d'abord... Bon, il y a des gens qu'on n'a pas cités, qui ne sont pas là aujourd'hui, donc ils ne pourront pas se défendre. Hein, mais il y a des projets expérimentaux portés par Energy Sprong. Je pense que c'est cela que vous critiquez. Pardon ? Par exemple. Ça, vous pensez qu'avec les projets qui ont été développés par ce type d'expérimentation, ne peut pas apporter de qualité architecturale ? Moi, je pense que c'est une réponse purement technique. Donc, on atteint des objectifs de performance énergétique, mais la vie n'est pas faite que de ça. Enfin, je pense que c'est ça. Il y a une étude qui est très intéressante, qui avait été faite par l'ADEME sur l'utilisation des subventions à l'amélioration énergétique. Bon. Et en fait, cette étude révèle que la majorité des travaux qui ont été faits n'améliorent pas tant que ça la performance énergétique. Il n'y a pas de résultat extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est de comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, ce qui est attendu, c'est le confort. Donc en fait, est-ce qu'on veut mettre les gens en situation d'améliorer leur habitat, vous voyez, de manière globale par rapport à l'usage, y compris la performance énergétique, ou est-ce qu'on est uniquement sur une réponse technique et qui peut aller à l'encontre de l'usage. Enfin, moi, c'est ça que je dénonce. Vous voyez, En l'occurrence, ce que vous nous avez montré, on n'est pas que sur la réponse technique, très clairement.
Alors non, on n'est pas sur que la réponse technique parce que j'ai pas expliqué en plus toute la globalité du projet. Les façades seront traitées de cette manière-là avec un processus de dialogue compétitif qui sera lancé à part du reste, mais le reste de la rénovation, on travaille sur les intérieurs, on fait des travaux à la carte pour les locataires qui sont décidés en concertation avec eux. Donc on rénove leur espace de vie également. Et ça c'est indispensable aujourd'hui en tant que maître d'œuvre qui travaillons beaucoup pour des bailleurs en rénovation en site occupé, ce qui se fait de toute façon majoritairement sur des projets de rénovation énergétique, mais pas que, parce qu'aucun bailleur ne lance qu'un projet de rénovation purement énergétique aujourd'hui. C'est les échanges avec les occupants. En fait, nous, ça nous occupe une grosse partie de notre mission de suivi de chantier, en fait, plus que de la technique. Donc si on arrive par des procédés industrialisés à diminuer les nuisances, en fait, on aura gagné aussi beaucoup de temps et d'énergie. Alors, à voir comment ne pas faire que standardiser, effectivement, mais on aura gagné beaucoup de temps et d'énergie sur les projets et ils aboutiront sans aucun doute beaucoup plus vite. Voilà. Sur cette question quand même, parce que c'est important ce que vient de dire Madame, la possibilité d'aller vite, bien, sans finalement déranger les locataires trop longtemps. Et on voit bien qu'ici, on leur apporte du confort. Donc finalement, c'est quand même assez vertueux. Oui. Non, mais faire mieux, plus vite et moins cher, c'est ça. Ouais, faire mieux, plus vite et moins cher. Oui. Non mais ça, enfin bon... C'est le monde du bâtiment depuis. Oui, bien sûr. C'est le monde du bâtiment depuis des années. Bon, voilà, mais moi, je reviens sur cette dimension du projet. Vous voyez, enfin, ça me paraît que les gens soient maîtres de leur projet et maîtres de ce qu'ils demandent et de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils mettent en œuvre. Vous voyez, dans le dialogue avec les ingénieurs, avec les architectes, quand c'est des maîtres d'ouvrage publics ou des gros maîtres d'ouvrage, ou même à l'échelle du privé. Vous voyez, maîtriser les conséquences de ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'investissement, moi je serais un privé, prenons le domaine de l'habitat individuel par exemple, voilà. Je serais privé, je voudrais avoir la question de l'amortissement, vous voyez, de ce que j'investis. En combien d'années j'amortis réellement ce que je fais? Dans quel état sera ma maison dans 15 ans, dans 20 ans? Vous voyez, toutes ces dimensions-là qui demandent du temps. En fait, quand on choisit un vélo électrique, une machine à laver, on se préoccupe de beaucoup de choses, vous voyez. Et pour la maison, on occulterait cette solution en disant finalement c'est le technicien là qui arrive, qui me propose une solution clé en main, vous voyez, polystyrène, POF, VMC. Et non, je pense qu'il faut rendre maître de leur destin les gens, vous voyez, dans le processus de décision, ça me paraît super important. Voilà. À vous. La parole est à la défense. Alors, je ne réagirai pas à ce que vous venez de dire exactement, parce qu'effectivement, sur les projets de particuliers ou de copropriété, on a des problématiques d'intervention et de prise en compte des intérêts individuels qui peuvent être complexes dans nos métiers. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en termes de faire et d'avoir des résultats. Nous, ce qu'on expérimente pas mal en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis une dizaine d'années, c'est les formats de marché de type conception, réalisation, exploitation, maintenance ou marchés globaux de performance. Et effectivement, je suis peut-être d'accord avec vous sur ce sujet-là. C'est quelque chose qu'il faudrait presque généraliser. Alors, ça remet en cause pas mal d'habitudes contractuelles et réglementaires qu'on a aujourd'hui. Mais globalement, aujourd'hui, un projet qui ne tient pas compte de l'exploitation ne va pas jusqu'au bout et atteint rarement, voire jamais, les résultats qui étaient prévus. Le problème, c'est que mettre en place ce type de marché-là, ça nécessite de revoir complètement notre culture vraiment contractuelle et réglementaire française, qui est quand même une exception parmi d'autres en Europe et plus loin, et qui permettrait de non seulement massifier, mais d'avoir les résultats. Parce qu'effectivement, si on massifie sans aucune méthode et sans aucune vérification, on n'arrivera pas non plus à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau français. Voilà, donc cette méthode-là, pour vous, elle permet de massifier. Elle permet de massifier correctement, je dirais, avec des résultats. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé du logement, on a parlé de bâtiments publics. Aujourd'hui, dans notre cadre réglementaire, le décret éco-énergie tertiaire
vient d'amener une notion d'obligation de résultat pour les bâtiments tertiaires, qu'ils soient publics ou privés, ce qu'on n'a pas en logement. Et du coup, on peut toujours viser les 500 000 logements rénovés tous les ans d'ici 2025, mais s'il n'y a pas de suivi derrière, les effets ne seront pas ceux escomptés. D'accord. Il faut vraiment faire un suivi intelligent, savoir comment on exploite le bâtiment et éventuellement corriger si jamais les choses n'ont pas été faites correctement. Vous nous avez apporté quelques exemples. Je vais demander aux gens en régie de nous les passer. Et dites-nous en quoi, par exemple, ce qu'on voit ici est de votre point de vue quelque chose qui est intelligent en termes de rénovation, mais parce que moi je reviens à mon idée de massification quand même. Qu'on pourrait massifier. Bien sûr. Là, il s'agit d'un établissement scolaire qui a une performance énergétique assez formidable, assez exceptionnelle. Mais ce qui est intéressant en réalité dans cette opération, c'est la mutualisation des espaces. C'est qu'en fait, on a en dessous donc une salle communale. En fait, la salle communale, c'est le réfectoire en fait de l'école. Voilà. Certains locaux servent aussi de salle d'association. Voilà. Donc, il y a une intelligence du projet qui fait que le projet il y a une intensité de vie dans le projet, voyez, et on a un gain. Au final, on a un gain en CO2, on a un gain, voyez, en énergie dépensée pour construire. Le mandat précédent, je suis désolé, on nous aurait demandé une salle communale d'un côté, une école de l'autre. Voyez, enfin, c'est. Là, on est sur un projet de rénovation. Hein. Oui, tout à fait. Là, ici, on est sur Annemasse, là, avec une extension. Voilà, là aussi, la question, c'est celui du recyclage des bâtiments aussi. Vous voyez, très souvent sur les équipements publics, le bilan énergétique qui est fait, finalement, souvent, la solution qui est proposée, c'est on rase et on recommence, et là, on aura un bâtiment, vous voyez, très performant. La RT 2020 n'implique pas la prise en compte du bâtiment existant, vous voyez, quand on le rase, dans son mode de calcul. Voilà. Nous prenons le recyclage des bâtiments existants. Vous voyez ici, j'ai mis volontairement cet exemple, vous voyez, sur un aspect patrimonial. Voilà, ces bâtiments anciens, difficiles thermiquement, c'est difficile à traiter, peuvent accueillir des fonctions nouvelles, c'est possible. Le recyclage est possible, mais ça demande beaucoup de temps, de discussion, de mise au point du projet pour arriver à la performance. Voilà, mais du temps, on en manque, parce qu'on a des objectifs. Oui, alors, oui. Comment on fait ? Alors, du temps, on en manque, de l'argent aussi. Voilà. Et la tendance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de trouver des solutions pas chères pour pouvoir remplir l'objectif, encore une fois, qui est un objectif technique sur l'énergie. Mais il n'y a pas que l'énergie. C'est ce que j'essaye de défendre. Il y a l'usage, il y a le confort. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ce bâtiment, qu'est-ce que je peux faire avec ? Il y a la question du vrai prix. Il y a la question du vrai prix du projet, en fait. Je crois, voilà, faut pas se leurrer, on va pas massifier tel que les objectifs sont annoncés. C'est pas possible, enfin, financièrement. Si on veut le faire bien, vous voyez, avec des objectifs de performance tels que vous le dites, ben, ça demande un argent complètement dingue, en fait. Il faut réaliser. Et donc, l'économie de moyens, mais le faire bien, et progressivement, c'est peut-être comme ça qu'on gagne en carbone. Vous voyez ce que je veux dire ? La sobriété, même dans l'acte de construire ou de rénover. Une démarche frugale, même dans la rénovation. Voilà. C'est ça, c'est important de rénover, d'avoir une démarche frugale, d'avoir une démarche de mutualisation sur les bâtiments publics. De recyclage. Et autres. Sur le logement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, en l'occurrence, si je reprends encore mon exemple de Grand Lyon Habitat dans le quartier Mermoz, on nous a demandé aussi dans ce projet un petit peu expérimental de prendre en compte des préconisations de réemploi. C'est le démarrage de la démarche pour ce bailleur, qu'il a déjà regardé sur quelques autres projets, mais qui le met vraiment en œuvre à partir de maintenant. Et en fait, pour moi, la massification, elle va permettre... Alors, déjà, aujourd'hui, elle est effectivement sur ce type de solution relativement onéreuse encore, parce qu'on a un facteur d'apprentissage qui n'est pas des différentes filières, qui n'est pas à son minimum. Mais globalement, elle permet aussi d'être vertueuse à la fois dans les matériaux utilisés, mais dans la démarche qui est reproduite. En fait, c'est en ça que moi j'estime que la massification peut nous permettre de mettre en place des choses qui n'ont pas été mises en place jusqu'à maintenant, parce que le réemploi, on en parle aujourd'hui, c'est un sujet phare. D'ailleurs, il y a plusieurs conférences à Bipositif qui y font référence. On en a parlé tout à l'heure ici. Voilà, et c'est quelque chose on n'a pas du tout réinventé la roue. On est en train de parler de recyclage, pour caricaturer, de matériaux de chantier. C'est étonnant, je m'étonne moi-même que ce soit le sujet phare de cette année, alors qu'on construit depuis des dizaines d'années, et qu'on ne s'est pas posé cette question-là avant.
Donc la massification et la réflexion peut être un peu plus standardisée si ça permet d'y amener des procédures et des réflexions plus vertueuses qu'on n'a malheureusement pas généralisées jusqu'à maintenant. Ça peut être quelque chose de positif. Ce sera votre mot de la fin. Ouais. Je vais vous prendre un exemple d'un projet sur lequel nous avons travaillé, qui est une copropriété des années 70, qui était face à une option, effectivement, vous voyez, on empaquette le tout là, dans le polystyrène, enfin, etc. Bon. Le problème, c'est la solvabilité des ménages qui l'habitent. Voilà, c'est-à-dire quel argent on met pour rénover. Donc nous avons travaillé avec eux et on leur a proposé en fait de créer des mètres carrés supplémentaires, puisqu'il y avait un grand terrain. On leur a proposé en fait de créer en fait un nouveau morceau d'immeuble. On vient épaissir. Pardon ? On vient épaissir l'immeuble, c'est ça ? Oui. Alors ça c'est après. Hein, c'est-à-dire en fait on a créé un bâtiment nouveau. Les mètres carrés supplémentaires sont à vendre et avec le gain effectué, on peut pour le coup faire une vraie rénovation qui leur permet un meilleur usage. C'est-à-dire ce sont des personnes âgées, il n'y avait pas d'ascenseur. Vous voyez, on attaque aussi la question de l'usage en même temps que le thermique et on remet des gens dans une dynamique nouvelle. Vous voyez ? Voilà. Alors que sur la question purement thermique, la copropriété avait dit non. Ça ne les intéressait pas. Vous voyez, Oui, ça ne peut pas être qu'une réponse thermique. Mais non. Vous avez le mot de la fin. Donc vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, mais évidemment sur le sujet de la massification. Sur le sujet. Pour synthétiser le point de vue que j'ai présenté, massifier enfin, oui. Donc l'industrialisation permet notamment d'y répondre. Mais on a un gros besoin de structurer la filière et d'accepter un changement culturel et une mise en place de moyens de la part de l'État pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés, puisqu'aujourd'hui on manque clairement de moyens pour le faire. Sans quoi ça tombera à l'eau et ce sera qu'un effet d'annonce. Voilà. Et on en reparlera dans une dizaine d'années. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de massification de la rénovation énergétique. Et on voit bien, et je vous en remercie à tous les deux, que ce n'est pas que de la standardisation, que c'est aussi de l'intelligence. Merci à vous. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires, le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous.